In the heart of winter's June, the story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age. February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past. And in Hardy woods and stream, we turn into more a legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, she spreads far and wide. In every step, in every heart, we take pride. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line, for in their story
Beauté, beauté, beauté à tous. Bienvenue, bienvenue, famille Kimuntu. Bienvenue, peuple en conscience. Beauté à chacun. Depuis le début de ce Black History Month, nous avons voyagé. Nous avons honoré nos héros, nos reines, nos bâtisseurs. Nous avons révélé notre génie scientifique. Nous avons célébré notre puissance culturelle. Mais ce soir, nous arrivons à une étape décisive. La mémoire est essentielle. La fierté est nécessaire. Mais elles ne suffisent plus. La vraie question que je vous pose, Bazola Tanguy, maintenant, est toute simple. Que faisons-nous de tout ce génie, de tous ces talents? Allons-nous simplement admirer nos figures historiques ou allons-nous devenir les architectes de la prochaine étape, celle que nous transmettrons à nos enfants, à la future génération? Ce soir, nous allons parler de leadership, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de stratégie, de construction, de co-construction. Oui, le temps de la résilience est passé. Il est temps pour nous de passer à la puissance. Pendant des siècles, nous avons résisté. Résisté à l'effacement, résisté à la domination, résisté à l'injustice. Mais vous serez bien d'accord avec moi qu'une civilisation ne se définit pas uniquement par sa capacité à survivre. Elle se définit également par sa capacité à se structurer. Structurer une économie, structurer une vision, structurer ses réseaux, structurer un futur. Et c'est là que tout change. Beauté à tous. N'est-ce pas, maman Anne-Laure? Beauté, maman. Beauté les mamans, beauté de la Papangi. Oui, c'est là que tout change, maman. Parce que le génie noir n'est pas seulement artistique, il n'est pas seulement scientifique, il est stratégique. Il est capable de bâtir des industries, de créer des écosystèmes, de penser à l'échelle globale, de se planifier sur plusieurs générations. Donc, le thème de cette émission, leadership, entrepreneuriat et futur noir, bâtir notre puissance collective, est clair. La question maintenant que l'on devrait se poser, est-ce que nous sommes prêts à passer de l'admiration à l'organisation collective? Est-ce que nous sommes prêts à passer de la réaction à la stratégie? Parce que la renaissance noire ne sera pas accidentelle. Elle sera pensée, planifiée, structurée. Et ce soir, nous allons parler de leaders visionnaires, d'entrepreneurs bâtisseurs, de modèles économiques, de souveraineté, de futur. Donc, Basala Pangui, bienvenue dans cette 4e et dernière grande émission du Black History Month by Kimuntu 2026. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ceux qui, avant nous, ont tenté de poser les fondations d'un monde différent. Des leaders qui n'étaient pas seulement des symboles de lutte, des symboles de résistance, mais ils étaient des architectes de civilisation.
Alors, avant que tu ne commences, maman, je vais accueillir notre Zola maman Christelle. Beauté maman, ravie de co-animer avec toi cette quatrième et dernière émission. Comment tu vas, maman? Beauté maman, beauté à tous les Beauté papas. maman. Je vais bien maman, Matondo. Ravie aussi d'être là avec vous ce soir afin de clôturer cette édition 2026 que nous avons si bien commencé et qui se termine aussi bien. C'était un énorme plaisir. Donc aujourd'hui, effectivement, je rejoins tout ce que vous avez dit. On va réveiller et puis essayer de réanimer ce leadership euh, Congo de la communauté mélanoderme. Matondo, maman. Maman Anne-Laure, Matondo, je te laisse la parole. Zola ou Zola. Matondo, Matondo, maman. Et je dis un grand Matondo aussi à tous nos Pangui qui se connectent, qui sont connectés et qui commencent à mettre des commentaires. Bienvenue à chacun. Alors, je vais vous partager le lien de cette émission à liker pour soutenir la connexion, hein, soutenir l'algorithme et bien évidemment à participer à travers vos commentaires, vos questions dans le chat qui est ouvert. Hein. Donc, venez nourrir cette réflexion que nous menons ensemble depuis bientôt un mois. Voilà, je te repasse la parole, maman Anne-Laure. Oui, maman Matondo. Donc, je disais, en fait, avant de rentrer dans le sujet même de l'entrepreneuriat et du futur noir, je vais, dans un premier temps, vous parler de ceux qui, avant nous, n'ont pas seulement tenté, mais ont posé en tout cas les fondations d'un monde différent, avec leur propre paradigme. Et je disais que ces leaders n'étaient pas seulement des symboles de lutte et de résistance, mais ils étaient des architectes de civilisation. Et ils se sont tous posé une question fondamentale. Comment un peuple de la domination, comment un peuple passe de la domination à la puissance? Et donc, pour répondre à cette question, ils ont pensé structure, ils ont pensé institution, organisation, économie, écologie, solidarité. Et donc, je vais vous présenter ces 4 figures qui, pour moi, sont essentielles dans le leadership noir. Alors, je vais afficher la préparation. La présentation numéro 2, maman. Présentation. Voilà. C'est ça. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Voilà, c'est ce que je disais en fait. Hein. Comment un peuple retrouve sa puissance? Comment on passe de la domination à la puissance? Et donc, je vais vous présenter 4 figures majeures du leadership noir. Donc, je vais commencer par vous présenter Kwame Nkrumah, l'architecte de l'unité africaine. Donc, Kwame Nkrumah est né en 1909 dans la colonie britannique de la Gold Coast, hein, qui est aujourd'hui le Ghana. Il était issu d'un milieu modeste, il était enseignant, puis a étudié, avant de partir en tout cas aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, où il a découvert les mouvements panafricains, les luttes anticoloniales. Et donc, il s'est investi dans ces luttes. Et dans les années 40 à 1900, oui, dans les années 40-50, il est devenu une figure centrale de la lutte pour l'indépendance africaine. En 1957, il mène la Gold Coast vers l'indépendance et devient le premier dirigeant du nouvel État du Ghana.
premier pays d'Afrique subsaharienne à se libérer du colonialisme européen. Mais Nkrumah ne pensait pas seulement à son pays. Il avait une vision plus large. Il pensait continent. Et pour lui, et c'est ce que j'aimerais vous présenter, c'était sa vision. Il pensait continent. Pour lui, la liberté d'un État africain isolé était fragile. Alors, il affirmait que l'indépendance d'un pays, slide suivante, il affirmait que l'indépendance d'un pays n'avait de sens que si elle était liée à la libération totale de l'Afrique. Donc, il imaginait une fédération africaine avec une économie intégrée, des infrastructures continentales, une politique industrielle, une armée africaine commune. C'était la vision de Nkrumah. Et son message était radical. L'Afrique doit s'unir pour peser dans le monde. Donc, vous voyez, les Pangui, en 1957, il avait cette vision-là, cette vision globale d'une Afrique unifiée. Une Afrique unifiée qui devait passer par une économie intégrée, des infrastructures continentales, une politique industrielle, fédérale, une armée africaine commune. Et d'ailleurs, il a participé à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la version première de l'Unité africaine. Donc, son projet était clair. C'était de passer de la fragmentation héritée du colonialisme à une puissance continentale organisée. Donc là, c'est la présentation de cette première figure. Je continue, maman. Notre cher Thomas Sankara, né en 1949 en Haute-Volta. D'accord? Le pays qui deviendra plus tard les mamans? Burkina Faso. Le Burkina Faso. C'est ça. Donc, Thomas Sankara était militaire de formation et il arrive au pouvoir en 1983, à seulement 33 ans. Et donc après une révolution, et qu'il promet de transformer profondément le pays. Et donc, dès son arrivée au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est changer le nom de son pays. Donc, on passe de la Haute-Volta au Burkina Faso, qui signifie la patrie des hommes intègres. Et en fait, Sankara voulait rompre la logique de dépendance économique des États qui maintenaient l'Afrique sous influence. Prochaine slide. Mhm. Et donc, son projet reposait sur plusieurs axes. La première chose, c'était l'autonomie économique. Il encourageait donc la production locale et la souveraineté alimentaire. Ça, c'était son premier objectif. D'accord? Contre la dépendance économique. C'est que l'on puisse produire localement et que le pays ait une souveraineté alimentaire. La deuxième chose, c'était la révolution sociale. Il a construit des écoles, des infrastructures. Il a mobilisé la population autour de projets collectifs. Il a aussi travaillé sur l'émancipation des femmes. Donc, avec des mesures comme l'interdiction des mariages forcés, l'excision. Il a promu la participation des femmes dans la vie publique. La femme, pour lui, devait reprendre le centre des commandes. Et puis l'écologie.
face à la désertification du Sahel, il lance de vastes campagnes de plantation d'arbres. Et oui, pour Sankara, le développement africain devait être fondé sur la dignité et la responsabilité collective. Donc, sa vision était résumée en une phrase célèbre: celui qui te nourrit te contrôle. Donc, son projet, sa vision, c'était une Afrique indépendante, collective, qui produit, transforme et décide pour elle-même. C'était sa vision. Troisième figure que je vous présente, que vous connaissez déjà, j'en suis sûre. Marcus Garvey. Alors lui, c'était la puissance économique. L'économie noire comme moteur de liberté. Marcus Garvey est né en 1887 en Jamaïque, donc une ancienne colonie britannique, marquée profondément par les inégalités raciales. Il était journaliste, engagé, militant, et Marcus Garvey est devenu un des plus grands leaders du mouvement noir du début du XXe siècle. Il est à l'origine du mouvement UNIA, qu'on appelle Universal Negro Improvement Association. C'est moi qui est devenu en fait l'un des plus grands mouvements de masse de l'histoire noire, UNIA. Et son idée centrale était révolutionnaire. La liberté politique est impossible sans puissance économique. Prochaine slide. Donc, ah non, on retourne. On revient. Oui, on revient. Et donc, oui, sans puissance économique, le continent ne pouvait pas se libérer. Ça passe par la puissance économique. Et donc, Garvey a encouragé les communautés noires à créer des entreprises, à investir, mais pas simplement de son côté, à investir collectivement, à construire des institutions collectives. Il a fondé une compagnie maritime qui s'appelait la Black Star Line. Et l'objectif de la Black Star Line, c'était de connecter les peuples noirs du monde entier, de ramener les peuples donc, de la diaspora vers la terre-mère et favoriser les échanges économiques entre l'Afrique et la diaspora. Et donc, pour financer cette flotte, la Black Star Line, Garvey a fait appel auprès des Afro-Américains. Et ces Afro-Américains-là devinrent actionnaires de la compagnie. Il faut savoir aussi que cette Black Star Line desservait les Antilles, les États-Unis, et l'objectif était vraiment de relier l'Amérique à la terre africaine. Donc, il a quand même été suivi par plus de 300 000 sympathisants. Et c'est comme ça d'ailleurs que les autorités fédérales ont commencé à s'intéresser à lui. Parce qu'il avait vraiment créé un système, comme j'aime dire, pour nous, par nous, en fait. Donc, c'est eux-mêmes qui investissaient les Africains, les Afro-descendants investissaient directement dans ce projet. Vous imaginez plus de 300 000 personnes. Et voilà, c'est la Black Star Line. Je vous laisse faire des recherches un peu plus poussées sur ce projet. Et donc, et ce projet, donc oui, il rencontra des difficultés, mais ça a marqué profondément l'imaginaire politique noir. En fait,
il avait compris une chose essentielle, c'est que la diaspora noire dispersée n'était pas une fatalité, mais pouvait devenir une force économique mondiale organisée. Et donc voilà, c'était la vision de Marcus Garvey et ben, plus tard, son influence inspirera vraiment de nombreux mouvements panafricains et leaders noirs. Je continue. Et en fait, je Oui. me rends compte que vraiment, on aurait pu dédier des kaboulas à chacun de ces personnages. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup à dire hein, sur Tellement chacun de de choses ces à dire, mais je personnages. suis obligée d'être concise Oui. et je Mm. vous encourage à aller chercher, à Mhm. aller vous renseigner, à apprendre un peu plus sur ces personnes-là qui, pour moi, ont eu un impact extraordinaire sur le monde économique noir. Et donc, la quatrième figure que j'aimerais vous présenter, c'est Wangari Maathai, qui est une femme née en 1940 au Kenya. Pour elle, l'avenir, il fallait construire l'avenir en protégeant la terre. C'était sa vision. Et donc, Wangari Maathai, elle était biologiste, et pareil, une biologiste engagée, militante écologiste, et elle est devenue la première femme d'Afrique de l'Est à l'époque à obtenir un doctorat. Et donc, dans les années 70, elle fonde le Green Belt Movement, un mouvement communautaire pour lutter contre la déforestation et la pauvreté au Kenya. Et donc, ce mouvement a mobilisé des milliers de femmes, et donc notamment des femmes dans les zones rurales, hein, d'accord, pour planter des arbres en masse et restaurer les terres agricoles. Et donc, en plantant des arbres, Wangari Maathai, c'était pas juste, en fait, elle ne faisait pas simplement un geste écologique, elle construisait une vision de société. Pour elle, ça passait par la terre, ça passait par la protection de la terre. Et l'environnement, la démocratie et la justice sociale étaient liés. Donc, c'était tout un mouvement qui alliait environnement, protection de la nature et justice sociale, démocratie, organisation collective. Et donc, son mouvement a permis vraiment la plantation de millions d'arbres. Et ce mouvement est devenu un symbole de résistance écologique et de mobilisation citoyenne. Et oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2004, donc il y a à peine 20 ans, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour son engagement contre la déforestation au Kenya. Et elle est devenue d'ailleurs la première femme africaine à recevoir cette distinction, le prix Nobel de la paix, en 2004. Et donc, son message, ça pour vous dire que sa vision, son message profond, c'était que le futur d'un peuple dépend de sa capacité à protéger sa terre, qui le nourrit. C'était sa vision. Et ces 4 figures, pourquoi je vous les ai présentées? C'est parce que ces 4 personnes ne pensaient pas simplement à leur époque. Ils ont pensé structure et futur. Parce que Nkrumah, il a pensé unité continentale. Sankara a pensé souveraineté économique et sociale. Garvey a pensé puissance économique mondiale. Et Maathai, c'était l'équilibre écologique et la justice sociale. Et en fait, quand on regroupe ces 4 visions, ça nous amène à les fondations, oui, ça nous amène aux fondations les fondations d'un futur, en fait, l'architecture d'un futur. Et c'est exactement la question qui nous concerne aujourd'hui. Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait?
Et en fait, ces visionnaires, ils étaient là déjà. Vous avez vu? Le leadership noir, c'est pas juste, du charisme, c'est vraiment une question de vision, de stratégie et d'organisation collective. Voilà ce que je voulais vous présenter à travers ces 4 personnages, mais j'ai dû être concise, mais il y a tellement de choses à dire vraiment sur ces 4 personnalités, vraiment. Je vous encourage à aller rechercher, approfondir, à lire des livres sur leur histoire parce que vraiment ce sont des personnes, extraordinaires et leur vision du monde concorde avec la stratégie qu'on devrait déployer aujourd'hui en 2026. Alors, maman Marilyn, je vais te laisser poursuivre. Matondo, maman, Matondo. C'est vrai que ça force le respect, ça force la réflexion. Même si c'est des personnages qu'on connaît, hein, on connaît leur histoire, mais il est bon aussi de le rappeler et de le présenter, tu l'as dit, de façon concise, mais vraiment en appuyant sur les principes que ces différents personnages défendaient, les valeurs qu'elles défendaient et la vision qu'elles avaient aussi d'un meilleur futur. Et j'aime à dire que finalement, à travers ces 4 personnages, nous retrouvons les valeurs hein, qui sont les nôtres au sein de la tradition ancestrale Congo. C'est les valeurs du Bumuntu finalement. Hein. Les valeurs du Bumuntu, on va retrouver aussi les Makuku Matatu, hein, parce que quand on parle de l'unité politique, de la souveraineté économique, de l'équilibre écologique, on retrouve nos 3 piliers de la tradition. Hein. Donc, et c'est en cela que c'est important pour nous d'avoir une lecture à travers notre paradigme aussi. C'est ça. De ce que nous ont proposé ces différents personnages. Maman Christelle, comment tu peux rebondir sur cette première partie de présentation de maman Anne-Laure? Oui, je rejoins ce que tu dis, maman, dans le sens à écouter nos 4 Bakulu, hein, on va les appeler comme ça. On comprend qu'il était important qu'ils fassent leur part. Qu'ils fassent leur part dans le sens où ils devaient poser les choses. Ils devaient nous ancrer cette mentalité, malgré l'époque qui était assez complexe, que c'est possible. C'est vraiment ce que maman Anne-Laure a dit, la vision. Cette vision qui reste, malgré que c'est pas facile. Elle nous porte, elle nous anime en disant, déjà à l'époque, ils voyaient ça. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en retard. On doit juste suivre ce cheminement qu'ils ont commencé avec la force et la conviction que eux ils ont implanté dès le départ. Vraiment, c'était très Matondo. On découvre au fur et à mesure des facettes de chaque leader. Et voilà, pour le thème, super, Matondo. Matondo, maman. Alors, je vais aller dans le chat, hein, voir les commentaires des Pangui qui sont arrivés. Oui, alors, parlant de maman Mataï, alors il y a papa, je vais afficher son commentaire. Go Shango. Bon, je pense que c'est maman, enfin, c'est papa et maman. Beauté, maman. Alors, qui plante un arbre n'aura pas vécu en vain. Tout comme Guy Cornelie qui se met à travers la Guadeloupe, c'est ça. Donc, elle était plus sensible sur le côté écologique, connexion à la terre, retour vers les Biménina hein, pour nous. Hein, voilà. Donc, moi, je vais toujours avoir cette lecture à travers notre prisme. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Elle a rendu hommage à Maman Toto. On retrouve les fondements de nos valeurs ancestrales. Alors, il y a un autre commentaire par rapport à Marcus Garvey. Il a pensé le Kisalou de désaliénation. Oui. Pardon.
Oui, c'est tout à fait ça, hein, maman Anne-Laure. Je ne sais pas si Oui. tu veux rebondir là-dessus. Oui, oui, oui. En fait, pour lui, ça passait la liberté, retrouver la liberté, en fait, hein. La liberté, donc l'indépendance, ça passait par la liberté financière. L'économie comme moteur. Et Mhm. donc, il s'est mis, il a créé une structure où chacun investissait pour pouvoir créer, monter en fait cette puissance économique. Mhm. Pour moi, c'est la définition réelle du pour nous, par nous, en fait. Et ça a porté ses fruits. Et vous vous rendez compte, c'était dans les années 1900, quoi. Oui, 1900, 1919. ça reste La vision, d'actualité. la vision n'a pas d'époque, en fait. La vision n'a pas d'époque. C'est du génie. Vous voyez? Et à l'époque, c'était révolutionnaire et ça a Mhm. marché et c'est parce que ça a marché qu'on lui a mis les bâtons dans les roues, bien évidemment. Mais Absolument. voilà, l'idée c'était: «OK, on construit ensemble, on s'organise collectivement, on structure collectivement, on investit collectivement. On crée des entreprises, on investit et on construit, heu, Mhm. des institutions». C'est ça. Toujours à travers nos valeurs. À- Toujours à travers nos valeurs, maman. Le respect de la communauté, le respect Exactement. de la nature, bien sûr, et des valeurs de, mmh, des valeurs mathiques. Oui, humaniste, matique, tout à fait. Alors, il y a un autre commentaire aussi, et après on va avancer. Toujours papa et maman Gouchango. Bientôt le 8 mars, où il était allé au marché faire les courses pour inviter les bacala, dont les hommes, à Mmh comprendre les tâches des quintos, des femmes. mh. Oui, c'est en remettant la maman, la femme au centre, hein, au centre de la communauté, en lui redonnant ce pouvoir qu'elle a dans nos sociétés ancestrales aussi, hein, africaines. Donc, c'est tout à fait ça, maman. Bon, je pense qu'on a, bon, il y a ça, ça réinteragit, hein, dans Matondo, les Tanguy. Donc, n'hésitez pas à vous répondre aussi entre vous, hein. Donc, c'est des réflexions. On verra si, à la fin de Oui, nos différentes présentations, si on peut accueillir quelques Tanguy pour aller un peu plus loin dans la réflexion, hein. bien sûr, n'hésitez pas les Tanguy, hein, Oui, si vous voulez partager, argumenter justement sur ces différentes visions qu'avaient à oui. l'époque nos bakoulous, comme disait maman Christelle, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Très bien. Alors, donc, je vais masquer ce commentaire-là. Et nous allons évoluer en faisant un grand bond en arrière. On va voyager, les Batwangui, on va voyager ensemble. Et la présentation que je m'en vais vous faire maintenant va nous amener au début du XXe siècle. Je vais vous parler maintenant de la Black Wall Street. Alors, je ne sais pas si quand je dis Black Wall Street, ça vous parle, Batangui. Mettez-le dans le commentaire. Mettez-le dans le chat. Alors, nous allons voyager de l'autre côté de l'océan et je vais vous parler d'un quartier, d'une ville, d'un État des États-Unis. Est-ce que ça commence à faire des étincelles en vous? Alors, nous allons voyager, nous allons nous rendre à Oklahoma. Donc, Oklahoma, c'est un État du Midwest des États-Unis. Donc, là, vous avez grossièrement hein, la carte de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Nous allons dans cet État qui est encadré en rouge. Et nous allons dans la ville de Tulsa. Moi, je dis Tulsa, ça se trouve, ça se
prononce Tulsa. J'en sais trop rien. Tulsa, je le prononce en français. Donc, la capitale de l'Oklahoma, c'est Oklahoma City. Et nous allons plonger dans Tulsa. C'est là, avec la carte un peu vue de loin, hein, les États-Unis. Nous sommes vraiment dans la région centre, hein, ce qu'on pourrait dire la région centre. Et nous allons plonger au sein d'un quartier qui s'appelle Greenwood. Et en français, on pourrait dire le bois vert. Mais ça a une histoire. C'est pas par hasard que ça s'appelle Greenwood. Alors, ce quartier de la ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, a été surnommé la Black Wall Street. La Black Wall Street parce que c'est un quartier qui a accueilli pendant plusieurs années, une bonne vingtaine d'années, une forte communauté afro-américaine, prospère au début du XXe siècle. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est une histoire magnifique que j'ai découverte justement à l'occasion de cette Black History Month et qui m'a captivée, qui m'a interpellée et qui allait me remuer à l'intérieur. Et je pense que c'est une histoire, lorsqu'on l'écoute, on ne ressort pas sans avoir été ébranlé quelque part. Mais nous, on est dans le Kimuntu. On a cette philosophie de la catitude, c'est-à-dire de voir le bon côté des choses, quelles que soient les situations. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, chacun, lorsque vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire, lorsque vous allez découvrir cette histoire magnifique, mais difficile en même temps. On va être dans l'ambivalence tout le temps. Alors, Greenwood, c'est un quartier qui a été fondé par deux visionnaires. Alors, rappelez-vous du sujet, hein, le sujet d'aujourd'hui, de notre 4e émission. On est sur le leadership, l'entrepreneuriat, le futur. Donc, ce quartier a été fondé par deux visionnaires. Les messieurs Ottawa W. Gurley et monsieur John de Baptiste, le B c'est pour de Baptiste, Stratford. Donc, comme je l'ai dit, la Black Wall Street naît au début du XXe siècle dans ce quartier noir de Greenwood à Tulsa. Donc, ces deux visionnaires avaient un projet économique pour la communauté afro-américaine dans un contexte que vous connaissez, que vous pouvez imaginer, de racisme, de ségrégation extrême. Oui, ces deux visionnaires que je m'en vais vous présenter. Le premier, Ottawa W. Gurley, qu'on va appeler O.W. Gurley. Lui, il est né dans une famille de parents affranchis. Alors, il a grandi dans le sud des États-Unis, hein, en Arkansas. Et lorsqu'il a grandi, il a fait des études, il a été enseignant pendant un petit court temps, puis salarié aux services postaux. Et puis, il a immigré vers le centre des États-Unis pour s'installer à Tulsa. Et là, avec ses économies, il a pu acheter des terrains en friche, le long d'une voie ferrée. C'était un quartier un peu abandonné. Donc, il s'est dit, je vais m'installer là. J'ai la vision de quelque chose que nous, les Afro-Américains affranchis, qui fuyaient le sud pour remonter vers le nord, où les lois étaient un peu plus favorables pour ces populations-là, je vais m'y installer et je vais construire une ville prospère avec les miens. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et rapidement, d'autres ont suivi.
d'autres Afro-Américains ont suivi. Et petit à petit, en 10 ans, la population dans cette zone est passée de 2000 individus à 9000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça a explosé. Ce qui a fait qu'une communauté s'est créée, s'est installée, mais pas n'importe laquelle. Et c'est ce que nous allons voir. Une communauté diversifiée, une communauté où on retrouvait des ouvriers, des médecins, des avocats, des commerçants, des épiciers. Un microcosme, un écosystème qui s'est créé, mais sous l'impulsion de 2 visionnaires. Donc, ce monsieur, O.W. Gurley, il possédait, il faisait partie des riches, en fait, au fur et à mesure. Hein. Il s'est positionné vraiment comme l'élite de cette population qui s'est installée. Parce qu'il avait une stratégie, parce que c'était un investisseur. Et vous allez voir, lui, s'est focalisé sur l'immobilier. Il achetait des terrains, il construisait et il louait, il revendait à son peuple. Alors, Gurley. Je remets mon support. Voilà, vous me dites si vous voyez bien. Voilà. Donc, fondateur et propriétaire foncier, je l'ai dit. Oui, il a investi, on a dit 16 hectares hein, qu'il a acheté. Il a construit ce qu'on appelait à l'époque une pension de famille. Ça pourrait ressembler aujourd'hui à ce qu'on va appeler des maisons d'hôtes, hein, pour accueillir dans un premier temps des personnes qui viennent s'installer et puis après qui vont pouvoir accéder eux aussi à la propriété. Alors, il a été aussi le créateur et le développeur d'infrastructures économiques, dans le sens où, à travers ses locations, les dizaines de propriétés qu'il a pu construire et mettre à la disposition, d'autres personnes se sont lancées dans le commerce, à développer des restaurants. Donc, petit à petit, voilà, par des systèmes de prêts, on va dire à taux zéro, mais des ententes, des facilitations qu'il a mis en place, sa communauté, petit à petit, a pu évoluer. Bâtisseur d'institutions au service de la communauté, parce que qui dit installation des familles, dit école. Et à l'époque, dit église aussi. Donc, c'est des structures qui ont eu vocation à rassembler ces communautés-là, à pouvoir imaginer qu'ils pouvaient vivre différemment. Dans cette terre, je le rappelle, hein, ultra raciste, extrêmement raciste. On est encore à une période où il y avait le lynchage des Noirs. Il y avait cette société secrète, entre guillemets, le KKK, que vous connaissez tous et qui sémait la terreur dans les populations noires. Donc, eux, ils se sont dit, en nous élevant un petit peu, en travaillant, en construisant, en faisant tourner une économie entre nous, eh ben, nous, on va être différents. C'était ça le rêve, c'était ça le souhait. Et c'est ce qu'ils ont commencé à mettre en place. Et enfin, leader économique, parce que oui, de par sa fortune, il pouvait aussi, petit à petit, commencer à représenter cette communauté auprès de la communauté mélanoderne. Oui, il a même été l'adjoint au shérif. C'est dire que sur le plan, on va dire, des décisions, sur le plan administratif, c'était quelqu'un qui a pris de l'ampleur. D'accord? Alors, on va passer au deuxième fondateur de ce quartier. C'est aussi un fils d'ancien esclave. Mais lui, il est né libre parce que ses parents avaient été affranchis. Donc, il s'agit de JB, j'ai dit Jean-Baptiste, hein, Stratford, qui lui,
parce que ses parents étaient émancipés et avaient un peu plus de moyens. Lui, il a fait des études. Il a fait des études et était même avocat. Alors, très tôt, il est sensible aux questions de justice sociale et de solidarité raciale. Donc, après avoir roulé un petit peu sa bosse dans le Missouri, il a flairé que de l'autre côté, un peu plus haut, il y avait peut-être une meilleure vie qui l'attendait. Et c'est comme ça qu'avec sa femme, lui aussi, il a rejoint l'État d'Oklahoma pour s'installer dans la ville de Tulsa. Et lui, il a participé aussi à la construction, à l'émergence de ce quartier afro-américain. Donc, ce personnage, Jean-Baptiste, JB, je vais dire JB, hein, Stratford, lui, il s'est distingué parce qu'il a construit un grand hôtel. Un hôtel qui répondait à des normes de l'époque, des normes de la population blanche, un haut standing. Et je vais vous mettre tout de suite la photo de ce grand hôtel, hein, qui n'avait pas à rougir par rapport aux autres hôtels de cette époque-là. Des chambres modernes, des salles de jeu, un restaurant, un salon, une salle de billard. Voilà, ce sont des standards de l'époque. Et lui, John B. Stratford, a pu construire et établir cet hôtel. Il avait d'autres propriétés également, hein. Donc on parle d'une quinzaine de propriétés locatives, des immeubles d'appartements. Dans ces deux bâtisseurs, magnifiques, comme je l'ai dit, avec cette idéologie d'autonomie, de solidarité de la population afro-américaine. Et pour eux, pour accéder au top de la société, pour eux, il fallait être propriétaire foncier, il fallait être entrepreneur. Et pour cela, il fallait mutualiser les efforts, mutualiser les ressources entre les Noirs. Donc, ils ont encouragé. Et on peut imaginer qu'à l'époque, même s'il n'y avait pas les téléphones portables, hein, les WhatsApp et compagnie, les réseaux sociaux, mais c'est une nouvelle qui a dû se propager à travers les États-Unis, et beaucoup d'Afro-Américains ont fui les violences du Sud pour venir s'installer et créer des entreprises dans ce quartier-là, dans cet État-là. Alors, pourquoi cette économie noire a été florissante? Quels sont les facteurs économiques et sociaux qui ont permis à ce quartier, hein, parce qu'on est vraiment sur un quartier. J'aurais pu vous mettre même la carte parce que c'est pas tellement grand, mais c'est une concentration de commerce, d'habitation, de cinéma, de théâtre. Vraiment, c'était une période où on peut parler du rêve américain, où ils ont vraiment cru en ce rêve et ils ont vécu ce rêve dans une certaine mesure. Donc, la prospérité de ce quartier a été boostée, hein, je dirais, par le boom pétrolier et les opportunités d'emploi. Oui, parce qu'on a découvert au début du XXe siècle des gisements pétrolifères dans cet État. Ça a attiré des investisseurs blancs qui se sont installés. Donc, la population noire qui émigre, non seulement une partie de cette population travaillait dans les maisons des blancs comme serviteurs, comme domestiques, mais il y avait aussi le petit commerce qui s'est développé. Donc, puisque, c'est systémique, hein, puisque les Noirs avaient accès à des emplois, ils avaient des salaires, et il s'est né une microéconomie. On consommait dans la communauté. On faisait grandir les commerces de la communauté. Je ne sais pas si vous voyez, vous rendez compte de ce que ça a généré en fait comme microéconomie. Une spirale vraiment vertueuse, hein, qui s'est créée grâce à ce boom pétrolier,
Donc, leur leitmotiv, c'était l'argent doit circuler d'abord dans la communauté. D'abord dans la communauté, plusieurs fois avant de sortir. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose, les Pangui? Donc, l'entrepreneuriat noir et la propriété foncière s'est développé. L'émigration noire et l'exploit de la terre promise, je l'ai dit, hein, vous l'avez compris, hein, l'espoir d'un mieux-être en s'installant dans ce quartier, dans cet état-là. Et des institutions qui se sont construites à côté. Je vais aller un peu plus, je vais passer rapidement, mais des institutions, quelque chose qui m'a marqué, c'était par exemple une institution pour favoriser l'emploi, une espèce de pôle emploi pour ceux qui sont, enfin, de France Travail, on dit France Travail aujourd'hui ici, mais une institution qui proposait des emplois au Méladoderme. Donc vraiment un micro-État dans l'État, en fait. C'est ce qu'ils ont mis en place à cette époque-là. Alors, à son apogée, Greenwood District était un quartier très commercial, très animé, comptant 35 à 40 pâtés de maison. Alors, quand on dit pâtés de maison, c'est vraiment des gros blocs. Hein. C'est pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, vous voyez ce que c'est, des grands blocs. Hein, où on y trouvait des entreprises, des magasins, des banques, mais des banques dirigées par des Noirs, des hôtels appartenant à des Noirs, des théâtres, des journaux. Oui, il y avait même un journal édité par un Noir, des cabinets médicaux, des avocats, des garages. Bref, vraiment toute une économie concentrée et prospère à cette époque-là. Et c'est pour ça que ce quartier a été nommé la Black Wall Street, en référence au Wall Street de New York City. Alors, je vous ai mis quelques images. J'espère qu'à l'écran, ça vous donne un aperçu de ce que c'était. Donc, là, il y a un défilé, j'imagine un carnaval. Voilà, les gens vivaient bien. On avait même une ligne de tramway. Hein. Enfin, à l'époque, ce n'était pas les mêmes tramways qu'on a aujourd'hui, hein, des grands bus, mais des bus qui roulaient sur des rails. Des épiceries. Donc, on dit vers 1921, on compte environ 108 entreprises appartenant à des Noirs dans le district commercial de Greenwood. Donc, couvrant tous les professionnels, les services de professionnels, le commerce de détail, les loisirs, les boucheries, toutes les épiceries, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, à Bapangui. Il y a une autre image là, qui est aussi représentatif de l'époque. Hein. Bon, on a une famille qui pique-nique, voilà, tranquille, la Dolce Vita, hein, on peut dire ça comme ça. En bas à droite, vous avez un véhicule, enfin un couple dans des manteaux de fourrure. On sent que ceux-là, ils sont arrivés ils ont un certain statut social, peut-être des propriétaires fonciers, voilà. Donc, ça, c'est des images pour vous, voilà, pour fixer un peu et vous donner un aperçu de ce que c'était Greenwood, la Black Wall Street, dans les années 1900 jusqu'à 1921. Alors, comment les habitants de Greenwood se finançaient-ils mutuellement? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. On avait des prêts directs des grands entrepreneurs. Bon, rappelez-vous, l'argent circulait dans la communauté. Des prêts directs, des crédits informels, c'est-à-dire on pouvait avoir ce qu'on appelle une ardoise, hein, auprès d'un épicier, d'un restaurateur. Et à la fin du mois, lorsqu'on touchait sa paye, on venait régler sa dette. Donc, c'est du crédit informel. Et puis, ces deux grands visionnaires que j'ai présentés en début, eux, ils prêtaient plus facilement à des personnes qui souhaitaient entreprendre. Donc, ils amenaient un peu le pion aux banques qui appartenaient à la communauté mélanoderme, à la communauté leucoderme, donc en proposant et en octroyant des crédits plus facilement aux populations.
Il y avait aussi des sociétés d'entraide. Moi, j'ai pensé même à des tontines où on se cotisait pour lancer le commerce d'un membre de la communauté. Des lodges, ce sont des clubs, les églises. Il y en avait aussi plusieurs églises qui, à travers les quêtes du dimanche, voilà, contribuaient aussi à financer, à soutenir l'économie ou les crédits, les besoins de financement de leurs ouayants, de ceux qui fréquentaient ces églises-là. Donc, en tout cas, une culture de solidarité économique qui soutenait vraiment cette communauté. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Encore une fois. On en parlera tout à l'heure. Alors, malheureusement, vous pouvez vous douter, hein, malheureusement, toute cette prospérité, ce dynamisme d'une frange de la population qui était émancipée et qui se défendait, quelque chose que je vais pas tout de suite, je vais cacher encore cette diapositive, qui était émancipée et qui se défendait parce que à cette époque-là, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et non, de la Première Guerre mondiale. Et vous savez, il y a eu des Afro-Américains qui ont participé à ces guerres, qui ont lutté, qui ont combattu aux côtés des leucodermes, des Blancs, lorsqu'ils sont venus en Europe. Et quand ils retournent aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe. De l'autre côté, on était ensemble, on était dans le même camp. Mais quand on revient sur la terre américaine, on retourne dans les travers du racisme. Et plusieurs de des militaires de l'époque n'ont pas accepté cela. Donc, ils se défendaient. Ce qui veut dire que lorsqu'il y avait du racisme flagrant, lorsqu'il y avait des abus de la police, les gens se constituaient en autodéfense et se défendaient. Dans une communauté aussi qui avait appris à se défendre, qui était armée, qui prospérait. Et ça, vous pouvez imaginer que ça suscitait des tensions, ça suscitait, on peut dire aussi de la jalousie, hein. On peut le dire. En tout cas, il y avait cette prospérité que vous comprenez, mais en filigrane, il y avait un bouillonnement dans la communauté blanche. Ce qui fait que un jour, du 30 mai 1921, je l'ai appelé la date fatidique. Il y a eu un événement qui s'est déroulé à Greenwood. Il y a eu un jeune homme noir qui s'appelait Dick Rowland, qui a été accusé d'avoir agressé une opératrice d'ascenseur. Donc, à l'époque, les ascenseurs, il y avait une dame qui appelait l'ascenseur pour les personnes qui habitaient les immeubles, hein. Donc, il a été accusé de l'avoir agressé. Alors, certaines sources disent qu'il l'aurait agressé sexuellement. Mais en tout cas, la dame s'est plainte. Ça a été relayé par la presse locale, récupéré par l'organisation secrète dont je vais taire le nom, mais que vous connaissez tous. Et ça a commencé à bouillonner. Ça a commencé à bouillonner. Et cette organisation secrète a décidé de lyncher le jeune homme. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les populations savaient se défendre, défendaient leurs enfants, défendaient les femmes, les enfants, les hommes. Donc, ils ont eu vent qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et ils sont allés s'amasser autour du poste de police où ce jeune homme avait été incarcéré. Et imaginez, quand il y a deux clans qui sont en tension, quand ça bouillonne, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de feu qui a été tiré, on ne sait pas par qui, et ça a déclenché
des violences sans nom. Ça a déclenché ce qu'on va appeler le massacre de Tusla. En 24 heures, Bapangui, dans la nuit du 30 au 1er juin, il s'est passé une horreur dans cette ville de Greenwood, dans ce quartier. Des foules blanches armées ont attaqué le quartier noir. Des commerces ont été pillés, incendiés, des habitants battus, tués, des milliers de personnes arrêtées ou déplacées. Donc, on compte entre 30 et 300 personnes. Les chiffres, même jusqu'à présent, ne sont pas exacts, hein, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de disparitions et des personnes qui ont été rapidement enterrées dans des fosses communes. Donc, l'estimation est vraiment très approximative. Mais ce qui est sûr, c'est que des maisons, on dit 1200 maisons, ont été détruites, les commerces. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, cette prospérité, cette flamboyance de ce quartier, tout a été anéanti. Environ 10 000 Noirs habitants se sont retrouvés du jour au lendemain sans abri. Alors, il y a des témoins qui témoignent qu'il y a eu des avions qui, à un moment de la journée, des avions ont survolé le quartier et ont lâché ce qu'on appelle des térébenthines. Donc, c'est des boules de feu. Enfin, imaginez des bombes de feu du ciel qui atterrissaient directement sur les immeubles, sur les habitations. Donc, les habitations prenaient feu par le haut. Donc, ça a été quelque chose de vraiment dramatique. Je vous mets quelques images de destruction, des images prises sur le fait, hein, de destruction, d'anéantissement de ce beau quartier que je vous ai présenté. Les images sont terribles. Il y a la photo en bas à droite pour moi. Alors, pour vous, je pense qu'elle est aussi à droite. On voit un avion. Donc, c'est ce genre d'avion qui survolait et qui balançait. Alors, des avions, on se demande qui a envoyé des avions, qui a envoyé la police. Mais on comprend d'où ça venait. Donc, la destruction de Greenwood a été extraordinaire. Des arrestations, je l'ai dit, hein, arbitraires, sans procès, condamnés, etc., etc. Ça a été le chaos. Je l'ai dit tout à l'heure, après l'attaque du 31 mai au 1er juin, les maisons brûlées, les quartiers entiers rasés, vous avez vu les images. Les rues sont devenues des champs de ruines et de sang. Les dommages s'élèvent à des millions de dollars. Donc, vous pensez les commerces, pensez les hôtels, pensez les restaurants, le théâtre, le café, etc. Pensez les infrastructures. C'est plusieurs millions de dollars qui sont partis en fumée, et ça, en 24 heures. Alors, à la sortie de ce massacre, ce sont les habitants, ceux qui ne se sont pas enfuis, c'est eux qui ont dû reconstruire leur quartier sans aide. Personne n'a été condamné, ni pour les incendies, ni pour les violences. Pire encore, pour retrouver cette histoire, il faut fouiller. Je me suis gratté la tête. Parce que pendant des années, il y a eu comme un effacement de cette mémoire sanglante qu'avait vécue cette population de Greenwood qui ne demandait qu'à prospérer, qu'à vivre. Donc, pendant longtemps, c'est un épisode dont on n'a pas parlé, ni dans les journaux, ni dans les manuels scolaires. Et ce n'est que bien plus tard,
presque un siècle plus tard qu'on a commencé à rentrer dans les archives. Parce que vous pouvez imaginer la sidération. Hein. Je pense que les populations qui ont vécu ça ont été sidérées. Et quand on est sidéré, on ne veut pas forcément à revenir sur ce qu'on a vécu de terrible. Ça, on peut le comprendre. Mais c'est la population en face, les agresseurs, qui ont dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Je le dis pour que ça serve de leçon. Tout à l'heure, on a dit on reste dans la catitude. On est Kimuntu, on reste dans la catitude. Il y a des enseignements à tirer. Si on veut construire le Muntu Diamona, l'être nouveau, l'être du futur, dans toute histoire, on cherche les enseignements à tirer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faudra attendre 1995, il y a 30 ans, pour que le corps législatif de l'État d'Oklahoma décide de créer une commission des émeutes raciales de Tulsa. Et c'est là qu'on a pu interviewer les survivants, les quelques survivants qu'il y avait, pour retracer le récit des événements. Il y a des témoignages, il y a des photos, des témoignages aussi bien des victimes que de ceux aussi qui étaient en face, hein, parce qu'il y a des témoignages de certains leucodermes qui ont expliqué ce qui s'était passé, ce qu'ils ont fait, et il y en a qui ne regrettaient pas leur acte. Hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est un devoir mémoriel qui a commencé et qui a été entrepris à partir de 1995. Alors, à travers ce travail de mémoire, on a pu découvrir des fouilles où ont été retrouvées des fosses communes. Donc, ce qui explique pourquoi il y avait eu beaucoup de disparitions, des personnes qu'on n'avait pas retrouvées. Et aujourd'hui, le massacre est enseigné dans les écoles d'Oklahoma et il y a une journée dédiée à la commémoration des décès, enfin des personnes, des Bakoulous, on va dire, des personnes qui ont été massacrées. Alors, je vais juste donner des nouvelles de ces deux pionniers qui ont pu s'échapper lors de ces massacres. Donc, pour le premier, O.W. Gurley, lui, il a pu quitter. Bon, il a été interpellé, il a été condamné, enfin, enfermé pendant quelques temps, mais il a pu, au bout de quelques semaines, partir, quitter Greenwood et aller s'installer à Los Angeles, beaucoup plus loin, où il a vécu jusqu'en 1935, donc un peu, on va dire 14 ans plus tard. Lui, il avait tout perdu, toute sa fortune, il avait perdu. En revanche, l'autre pionnier, J.B. Stratford, quant à lui, il a pu s'échapper, lui aussi, pour Chicago. Et lui, il a pu se relever, parce que lui, il a une descendance. Il y a des personnes qui sont ses descendants et qui ont pu continuer à prospérer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, comme leur aïeul. Alors, Greenwood, une idéologie duplicable, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire, mais se reproduire qu'on pourrait dupliquer en étant conscient des enjeux et en évitant les écueils, peut-être, qui n'ont pas été bien appréhendés par nos deux pionniers et ceux qui étaient autour d'eux, hein, parce que même si je les mets en lumière, il faut savoir que derrière, il y avait d'autres personnes quand même qui ont soutenu l'œuvre. Alors, il y a deux citations qui m'a paru intéressant de relever. Il s'agit de John Rogers, qui est président d'Ariel Investissement et arrière-petit-fils de J.B. Stratford, qui dit ceci:
Greenwood montre que lorsqu'on nous laisse faire ce que nous voulons et qu'on ne nous met pas la pression, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Oui, effectivement, l'histoire nous démontre que le laps de temps où on a pu les laisser faire, oui, son grand-père et tous ses contemporains ont pu édifier une ville magnifique, prospère. L'histoire de Tulsa prouve que les Afro-Américains peuvent créer des grandes entreprises et connaître un succès extraordinaire. Oui. Mais d'un autre côté, il ajoute que cela montre que malheureusement, à de nombreuses reprises, dans notre histoire, lorsque les Noirs font quelques pas en avant, ils sont ramenés en arrière. Donc, il faut en être conscient. Un Touma nous dit, nous sommes dans un game. Il faut être conscient du game. Et la vérité d'il y a un siècle, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Alors, quels sont les enseignements? Les enseignements qu'on pourrait tirer de cette histoire, cette sombre histoire, belle histoire sombre. J'ai dit on allait être dans l'ambivalence, dans la dualité tout au long de mon récit. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Le danger de la haine raciale et des rumeurs. Ça, c'est la première chose. Oui, parce que finalement, il n'a pas été prouvé que cette dame a été vraiment agressée. Mais parce que c'était quelqu'un avec la mauvaise couleur, entre guillemets, il a été tout de suite condamné. Et tous ceux qui incarnaient cette prospérité derrière lui. La fragilité des droits sans protection réelle. Oui, c'est une communauté qui a prospéré, mais il n'y avait rien qui garantissait en fait leur stabilité. Le droit n'était pas pour eux. Il n'y avait rien en fait qui les protégeait au niveau juridique, au niveau civil. Un autre enseignement, c'est le rôle des institutions. Le rôle des institutions, pourquoi? Parce que des institutions et des autorités. Dans cette histoire, on s'est rendu compte que les institutions, en tout cas ceux qui représentaient l'institution, ont pris parti. D'accord? Ils n'ont pas été impartials. Ils ont pris parti puisque, selon les témoignages, des citoyens blancs, des policiers se sont mêlés à la foule pour violenter, pour participer au chaos en fait qui était en cours. Les conséquences économiques durables de la violence, oui, parce que c'est une ville qui a été détruite en fait, complètement rasée. C'est des millions de dollars qui sont partis en fumée. Et pour reconstruire, c'est pas si simple. Détruire, c'est facile, mais reconstruire, ça prend du temps. Et enfin, l'importance de la mémoire historique. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire a été pendant un certain temps effacée, ignorée. Mais pour se reconstruire, je pense que les descendants de ces populations ont eu besoin qu'on dépoussière, qu'on vienne mettre le nez dans ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi et que la justice soit faite. Une justice humaine, mais une justice aussi de réparation. Lorsqu'on sait exactement ce qui s'est passé, le processus de guérison peut se mettre en place. Le processus de guérison peut s'enclencher. Donc, ce sont les 5 enseignements que pour ma part, on peut en tirer d'autres, hein, mais je m'arrêterai à ces 5 enseignements. En résumé, on peut dire que l'histoire de Tulsa
nous montre les dangers de la désinformation et du racisme. C'est valable aussi aujourd'hui, hein. Et le racisme, c'est pas que un racisme blanc-noir. C'est aussi un racisme ou c'est aussi du tribalisme. C'est aussi dans même nos communautés mélanodermes, hein, le danger de la désinformation et de la haine. On va dire de la haine de l'autre. La nécessité d'institutions justes et responsables. Donc, pour ceux, on parlait de quel futur? Oui, un futur, mais avec des institutions mathiques, avec des institutions responsables, avec des institutions fondées sur des valeurs. Et pour nous, des valeurs du Ubuntu. Et puis, l'importance de préserver la mémoire historique, de transmettre, non pas pour se plaindre, encore une fois, non pas pour jouer les victimes, mais pour tirer les leçons du passé. Voilà l'histoire de Tulsa, l'histoire de la Black Wall Street, que j'ai pu condenser. J'espère que je n'ai pas été très longue. Il y a des sources, hein, il y a des sources. Je me suis inspirée de Wikipédia, de Investopedia, du journal L'Express, du Monde. Aujourd'hui, il y a quand même pléthore de sources, hein, de Radio France. Voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sachez que les sources sont là. Je les ai mis dans la diapo. Vous pourrez zoomer, prendre une photo pour aller un peu plus loin. En tout cas, c'est une idéologie qui est duplicable, moi je pense, hein. En tout cas, avec ce que maman Christelle et maman Laure vont présenter par la suite, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, répéter, mais différemment. En tout cas, je le pense. Matondo à vous. Je te passe la parole, maman Christelle. Zola à toi. Matondo. Matondo maman pour cette brillante présentation, très riche et qui bouscule, comme tu as dit. Heureusement que tu l'as annoncé parce qu'à un moment, il faut vraiment le Zola et le Ubuntu, la catitude pour rester ancré parce que ça peut, oui, ça bouleverse. Ça bouleverse. C'est une histoire que je connaissais un petit peu, mais tes recherches ont permis d'enrichir ce que j'avais déjà comme base par rapport à cette mémoire. Donc, ce que je peux apporter comme commentaire, comme aperçu, c'est la graine, maman. Nous sommes les graines. On a cette graine-là qui fait que même si on nous met dans le désert, il suffit d'une goutte d'eau pour que la graine germine. Germe, c'est ça on dit, hein? Germe. Ouais, germe. Voilà, tout à fait, maman. C'est ce champignon noir que même en temps de sécheresse, il suffit d'une goutte d'eau pour qu'elle reprenne vie et la mémoire est là. Peu importe où on met un noir ou un mélano, enfin d'autres, hein, je parle de nous parce qu'on est dans la Black History Month, je pense qu'il faut très peu pour que ça reparte. L'Égypte est ressortie dans cette histoire. Et aujourd'hui, plus tu parlais, plus je voyais un duplicata de certaines communautés. J'ai pensé à la Chine, j'ai pensé surtout à l'Asie, quoi. Tu vois, maman, ce côté. La Chine, ouais. Oui, qui a vraiment dupliqué ce système. Et vraiment, Matondo, c'est à nous de prendre la relève et puis de pouvoir faire revivre tous ces engagements. Vraiment, Matondo pour la présentation. C'était magnifique. Matondo, maman, Matondo. Matondo. Alors, je regarde dans les commentaires. Oui, bon, il y a un cas d'école. Il y a cas d'école, vous voulez créer votre village avec les valeurs du Ubuntu, mise en pratique, s'inspirer du cas Greenwood. Oui, maman, c'est un challenge. Mais il faut bien s'inspirer de quelque chose, hein. De toute façon, ils ont été des précurseurs. Et on est là pour suivre, pour faire mieux.
et transmettre les meilleures valeurs à ceux qui viendront après nous. Voilà. Maman, je te laisse la parole. Je vais afficher la présentation qui est la tienne et nous allons continuer dans dans le même élan, hein, de la mise en avant de nos leaders, de nos entrepreneurs, de ceux qui croient au futur noir. Zola, à toi, maman. Matondo, maman. Alors, j'ai choisi le thème d'un côté pour rentrer dans ce... J'ai choisi d'un côté pour rentrer dans ce thème parce que, déjà pour compléter ce que vous avez développé et rappeler que c'est possible. C'est possible de faire revivre, de redonner vie à cette graine par la volonté, la détermination et surtout la vision. Ici, nous allons parler de d'un côté. D'un côté, l'entrepreneur qui redessine l'avenir économique de l'Afrique. Il nous ramène encore quelque part au Greenwood, hein, maman. On retrouve ce côté Greenwood, on retrouve ce côté Marcus Garvey que je vais vous présenter par la suite. Alors, on va parler de d'un côté, mais la vision de d'un côté. Je préfère prévenir à l'avance parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il peut croire ou pas en sa vision. Mais moi, j'ai choisi de présenter le futurible qu'il nous annonce quelque part. Voilà. Aliko d'un côté, il s'appelle. Voit le jour le 10 avril 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria, l'un des grands carrefours commerciaux de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il grandit au sein d'une famille de commerçants influents où l'esprit d'entreprise fait partie du quotidien. Donc, il faut déjà rappeler que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas l'histoire, comme d'habitude, hein, du petit garçon pauvre qui a grandi dans une famille pauvre et qui a fini riche. Non, quelqu'un qui naît dans une famille stable, riche. Son grand-père déjà a été l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Son père aussi faisait partie des puissants du Nigeria. Mais il est important de dire dès le début que Aliko Dangote a refusé, il a fait don de la fortune que son père, ses parents l'ont laissé à des orphelinats. Donc, il part vraiment de rien. Il choisit de créer, de bâtir son propre empire. C'est important de dire ça dès le début. Donc, très tôt, sa vie est marquée par la disparition de son père, Mohamed Dangote, exportateur d'arachide, alors qu'il n'a que 6 ans Dangote. Donc, il va être élevé par son grand-père, Alhaji Sanusi Dantata, figure majeure du commerce à Kano. Donc, il prend alors la main de son éducation et lui transmet les premières leçons du monde des affaires. Dans la tradition Haoussa dont ils font partie, parce que d'un côté, c'est Haoussa, hein, maman, on parle bien de tout ce côté. Les Haoussa vont aller, c'est beaucoup plus l'Est, hein, la corne de l'Afrique, qui va descendre jusqu'au Cameroun. On les retrouve vraiment jusqu'en bas, les Haoussa. Et dans la tradition Haoussa, le commerce est bien plus qu'une activité économique. C'est une véritable transmission familiale. Dès l'enfance, on y apprend la valeur de l'argent, l'art de négocier et la maîtrise des échanges. La maîtrise des échanges, des principes qui façonnent la vision et le parcours du jeune d'un côté. Donc, c'est d'entrée de jeu, les dés sont lancés, c'est clair. Il a tout pour réussir s'il reste dans cet ancrage familial. Ce qui nous rappelle un petit peu les leçons du leadership Congo, qui sont actuellement, voilà. J'ai beaucoup aimé l'histoire de d'un côté parce qu'il rappelle ce côté-là. On retrouve beaucoup de leçons, beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup d'initiations qui font partie de ce qu'on suit aujourd'hui à l'école Kimuntu, dans le leadership Congo et dans Bongo qu'on a fait avec Ntumwa. Slide suivant, maman, s'il te plaît. Donc, le parcours scolaire de Dangote débute à Kano, au Nigeria, où il effectue ses études primaires et secondaires. Il poursuit ensuite sa formation en Égypte. En Égypte.
On retrouve l'Égypte encore derrière, donc à Al-Azhar University, où il étudie le commerce et l'administration des affaires. Encore l'entrepreneuriat Congo qui rentre en jeu à ce niveau-là. Donc, cette formation lui apporte des bases solides en gestion et en commerce international. Toutefois, d'un côté, souligne souvent que son véritable apprentissage s'est fait sur le terrain, au contact du commerce familial et de l'expérience entrepreneuriale. Donc, ainsi, son parcours associé à l'éducation académique et traditionnelle et tradition commerciale africaine, deux piliers qui contribuent à la construction de son futur empire industriel. Slide suivant, maman, s'il te plaît. C'est pas bon? Ah, c'est bon, j'avais bugué. C'est bon, good. Ok. J'avais bugué, mais c'est bon. Donc, en 1977, à l'âge de 21 ans, il obtient un prêt d'environ 500 000 naira de son oncle. Son oncle, lui aussi, qui est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires du pays. Donc, on voit un peu ce côté communautaire, maman, ce côté soutien familial. Parce que il est important, voilà, le 500 000 naira, je crois que ça doit faire dans les 1200, 1300 euros à peu près. On est dans ces sommes-là. Donc, c'est avec ce capital que Dangote va lancer à Lagos une première entreprise de négoce spécialisée dans l'importation du sucre, du riz, de la farine et du ciment. On est quand même en 1977, maman. Donc, très rapidement, il perçoit une réalité fondamentale de l'économie africaine. Le continent importe massivement des produits qu'il pourrait produire lui-même. Ça, c'est vraiment le côté visionnaire qui m'a marqué. De capter ça à cette époque-là, c'était avoir du courage. Ça, c'est vraiment l'inspiration des Bakoulou. Tu vois ce que je veux dire, maman? Parce que quand même, en 1977, on sort à peine. On est à quoi? On est à 17 ans de l'indépendance. Donc, on est des tout jeunes bébés qui apprenons encore à marcher et autres, à se tâtonner. Et à cette époque-là, il faut rappeler que un peu comme Wall Street, hein, tous ceux qui essayaient d'éveiller ou de montrer le chemin de l'éveil étaient tout de suite éliminés. Donc, on est dans une période des Oumniobé, on est dans une période des Ernest Wandier, on est dans une période vraiment où ça ne rigole pas. Mais il n'a pas manqué de garder cette vision, de capter et de mettre en application l'idée d'éveil. Alors, il met en place une stratégie en 3 étapes. La première étape, c'est importer pour comprendre le marché. Ça, c'est ce qu'il met. La deuxième étape, c'est maîtriser la distribution. Et la troisième étape, c'est produire localement en construisant ses propres usines. C'est formidable. Tu vois, maman, vraiment, je me suis régalée en rédigeant l'histoire d'un côté parce que c'est magnifique. Donc, cette approche, appelée intégration verticale, lui permettra progressivement de contrôler l'ensemble de la chaîne économique et de poser des bases de son futur empire industriel. Slide suivant, mère. Oh là 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 là, c'est pas possible. Donc, la stratégie entrepreneuriale de Dangote se construit progressivement. Après avoir lancé la petite entreprise de négoce spécialisée dans l'importation de sucre, de riz, de farine et de ciment, il parvient à maîtriser les circuits de distribution et à accumuler du capital, ce qui est vraiment capital. Parce que c'est ça qui va nous manquer, nous, dans le leadership actuellement, c'est que les gens ont du mal à faire la différence entre le bénéfice et le capital. Donc, quelqu'un va avoir voilà, un chiffre d'affaires de, on va dire, 10 000 euros. Pour lui, il gagne 10 000 euros. Il ne fait pas la part des choses voilà, entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Donc, on est riche, on y va, et à un moment, il faut payer les fournisseurs seulement que, bah, il n'y a plus parce que
les calculs ont été voilà, biaisés dès le départ. Donc, c'est ce côté cumuler le capital qui m'a vraiment marqué aussi. Voilà. Donc, dans les années 90 et 2000, ce cumul va permettre qu'il opère un tournant stratégique majeur en choisissant de produire localement et investir dans les usines de sucre, de farine et surtout de ciment. Donc, il met son plan en action, hein, maman. C'est dans les trois fondamentaux qui s'est mis comme objectif. Là, on entre dans le deuxième, qui est le lancement de la production locale. Ah oui. Dans le troisième, oui, voilà. Ah oui. Oui, voilà, tout à fait. Et à partir des années 2010, c'est à partir des années 2010 que son groupe va s'étendre dans plusieurs pays africains et se diversifier dans des secteurs industriels majeurs tels que les engrais, la pétrochimie et le raffinage du pétrole. Sachant que cette partie, vraiment, c'est là où il sort, il commence à... Tu sais, quand tu es riche et que tu restes en bas, invisible, on ne t'embête pas trop. Mais dès que tu tapes dans un certain montant, vers certains chiffres, là, tu commences à éveiller la curiosité de plus d'un et c'est là où c'est compliqué. Slide suivant, maman, s'il te plaît. C'est Alors, bon. très bien. Aujourd'hui, l'empire industriel construit par, d'un côté, repose sur plusieurs industries stratégiques qui participent à la transformation économique du continent africain. Donc, parmi les plus importantes, sachant qu'aujourd'hui, le groupe Dangote doit compter à peu près entre 13 et 15 sociétés. Dont les sociétés ont aussi des sous-sociétés. C'est vraiment immense son réseau. Il a fait un truc extraordinaire sur le continent. Donc, on va compter la Dangote Ciment, qui est aujourd'hui le plus grand producteur de ciment d'Afrique, avec des usines dans plusieurs pays et une capacité de production de plus de 50 millions de tonnes par an. Vraiment, c'est invraisemblable. Il a réussi à pouvoir développer toutes ces usines et toutes ces productions dans plusieurs pays. Ça va beaucoup plus coiffer l'Afrique de l'Ouest et un petit peu l'Afrique centrale. Donc, il s'étend tout doucement, mais sûrement. Et c'est vrai que son ciment est bien et ça coûte vraiment pas cher. Niveau rapport qualité-prix, c'est un cadeau pour la zone. Donc, on va parler aussi de la raffinerie Dangote, inaugurée en 2023 au Nigeria, capable de traiter environ 650 000 barils de pétrole par jour, ce qui fait la plus grande raffinerie en train unique au monde. Bon, la raffinerie aussi, c'est un truc extraordinaire qu'il a fait parce qu'il a eu cette vision dont personne ne croyait. On touche quand même une partie... on va dire, quelque chose d'assez précieux pour certains lobbies. Et le pétrole, on sait tous, hein, maman, que c'est chasse très, très gardée. On n'oublie pas les guerres qui ont été entraînées par rapport à cette matière première. Ouais, qui sont encore là. Hein, Voilà. On y est toujours. Hein. Ouais. Malheureusement. Oui. Et donc, Dangote va venir nous donner cette vision, porter cette possibilité, parce qu'il va se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains, avec autant de pétrole brut, peuvent encore importer du pétrole. Non. Il va mettre en place une raffinerie. Ça ne va pas être facile au début parce que pour convaincre les banques, ce n'était pas facile. On parle quand même, je crois, de 23 milliards de francs CFA d'investissement. Si ce n'est pas 23 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. C'est énorme, maman. Donc, il va quand même réussir à convaincre les investisseurs, les banques qui vont le suivre dans le projet. Ça va durer plus de 10 ans, maman. Et au bout des 10 ans, avec beaucoup de batailles, il va réussir à lancer sa raffinerie qui aujourd'hui peut traiter cette quantité de barils par jour. Et son pétrole a contribué à une véritable expansion de l'économie du Nigeria parce qu'ils ont l'autosuffisance de cette matière, du pétrole. Hein. Voilà. Donc, la concurrence est vraiment énorme là-bas parce que ça leur permet de pouvoir se déplacer facilement, de produire facilement et de pouvoir vendre parce que du coup,
son pétrole est revendu dans tout le monde entier. Tu vois, maman, l'impact que ça apporte dans l'environnement. Absolument. Voilà. Et les pays qui profitent aussi de ce développement qui part du Nigeria. Sachant qu'il a beaucoup, il s'est vraiment battu. À un moment, on était sûr que le projet allait être arrêté. Hein, parce Ben, que ça a même été arrêté. Je me rappelle Ah, au ben, début, c'était très compliqué. Très tout à compliqué. fait, maman. Tout à fait. Bon. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi là d'un côté Sougar. Sougar, on dit que Souka chez nous, en Bamileke. Souka, c'est le sucre. C'est un anglicisme. Voilà, d'un côté Souka. Souka qui exploite la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique subsaharienne. Ouais. Tu vois, dans les supermarchés au Cameroun, on retrouve aussi, hein, il a vraiment pris les marchés locaux. Les marchés locaux, voilà, j'ai Oui. bien dit. Donc, il a vraiment pris les marchés locaux et c'est magnifique ce qu'il fait. Le sucre aussi, bien. On a toute variété. Et niveau rapport qualité-prix, c'est aussi intéressant pour les familles ou les foyers locaux. Un foyer, des foyers locaux, parfait. Donc, on a là d'un côté, je suis bamileke là, mais je me débrouille pour Il n'y a parler pas de souci, maman. Tu parles très bien ta langue. Voilà. Il n'y a pas de Ça souci. sort. Oui. D'accord, maman. Donc, on a là d'un côté Fertilizer Plant, qui est l'une des plus grandes usines d'engrais au monde destinée à soutenir l'agriculture africaine, avec des industries alimentaires et agroalimentaires qui produisent notamment de la farine, pâtes alimentaires, sel, assaisonnement et d'autres produits issus de la transformation du riz. Je ne sais pas qui a accouché le père là, mais vraiment, il faut que sa graine là soit beaucoup, beaucoup partout en Afrique parce qu'il y a franchement besoin. Ouais, Il réveille ce, voilà. Très inspirant. Ouais, très inspirant, maman. Parfait. Donc, ces projets jouent un rôle majeur dans la réduction de la dépendance de l'Afrique aux importations, notamment en contribuant à renforcer. Qu'est-ce que j'ai écrit là, moi? En contribuant à renforcer l'indépendance énergétique du continent, soutenir la construction des routes, des infrastructures, accompagner le développement urbain et réduire les importations industrielles. Sachant qu'aujourd'hui, on est très, très dépendant, encore très, très dépendant des importations dans quasiment tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Mais maman, ça va jusqu'à l'ail. Aujourd'hui, au Cameroun, l'ail vient de la Chine. L'oignon vient de la Chine. Les cure-dents, on a tous les gros bois du monde, mais les cure-dents viennent de la Chine. Aïe, on nous a fait quoi, maman? C'est comment? Donc, d'un côté, Matondo, pour tout ce beau travail, cet éveil. Je crois qu'il y a un slide encore à suivre. Oui. Super, Matondo. Donc, Aliko Dangote incarne une forme particulière de leadership. Il ne se limite pas à être un homme d'affaires prospère, mais pense l'entrepreneuriat à l'échelle du continent africain. Et son modèle repose sur 3 piliers. Comme les 3 piliers qu'il a mis au début de sa carrière, il revoit les 3 piliers et il nous propose une vision à long terme qui consiste à bâtir des industries plutôt que des simples activités commerciales, la prise des risques stratégiques que tu as martelé tout à l'heure, maman, vraiment ce côté prise de risque. Mais je pense qu'avec d'un côté, par rapport à la Wall Street, lui, il a cette base dont tu parlais au niveau administratif. Il a quand même soutien, il est sur le continent, alors que les autres étaient en terre déjà conquis. Hein, voilà, donc lui, c'est ça la Terre chance. hostile, très hostile. Très hostile, voilà, très hostile, maman. Donc, la prise de risque stratégique, une collaboration avec les États africains afin de soutenir l'industrialisation et le développement économique du continent. Cette partie-là est aussi un petit peu délicate, maman,
parce qu'on a ce problème majeur, enfin, je ne vais pas dire que c'est un problème, c'est trop dit. On a cette difficulté majeure, pareil, je ne peux pas dire ça, mais bon, on a ce truc majeur. Les grands entrepreneurs africains ont souvent tendance à se délecter de la politique. Donc, ils ont tendance à ne pas vouloir se mélanger à la politique. Mais sans politique, sans se mélanger à la politique du pays, on ne peut pas avoir la vision. Ce qui fait que les places qui sont libres, la nature ayant horreur au vide, sont occupées par les autres. Si on ne s'intéresse pas au projet, à la politique, à la diplomatie d'un pays, comment est-ce qu'on peut apporter une vision à ce pays? Comment est-ce qu'on peut se projeter par rapport au projet de ce pays? Tu vois, maman, donc il est important que nos grands entrepreneurs, même les petits, s'intéressent à la politique, même si parfois ça fait mal, même si parfois c'est très décevant pour certains. Il est important de ne pas lâcher et de continuer à se battre pour nos convictions. Du Bumuntu. Voilà, maman. On retrouve les 3 piliers. Toujours les 3 piliers. Toujours les 3 piliers. Tout à fait. Tango, Saku et Nzinga. Tout à fait. Donc, le slide suivant. Dans l'imaginaire collectif mondial, les grandes puissances économiques sont souvent associées aux États-Unis, à l'Europe, à l'Asie. Comme d'habitude, hein, l'histoire est racontée par le vainqueur. Mais le parcours de Dangote contribue à faire évoluer cette perception. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des entrepreneurs noirs les plus influents au monde et comme une figure emblématique de la capacité de l'Afrique à bâtir sa propre puissance économique. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir ça, maman. Donc, on passe à sa fortune. D'un côté, sa fortune est estimée aujourd'hui à environ 3 milliards de dollars. Et ces entreprises emploient plus de 3000 personnes directement, tout en générant des centaines de milliers d'emplois indirects à travers le continent. Pour la petite anecdote, tu sais que je ne sais plus en quelle année c'était, ils ont attribué le prix Nobel à Oprah Winfrey, de la femme noire, la personne noire la plus riche du monde. Voilà. La personne noire, oui, c'était la personne noire influente, noire la plus riche du monde. Oui, d'accord. Voilà. La plus riche, oui. La plus riche, parce que c'était Forbes. Je crois que c'était un classement Forbes qu'il avait nommé comme ça. Et elle avait une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Donc, quand d'un côté, il a dit non, les enfants, arrêtez, on va arrêter le jeu là, parce qu'ici, dans le continent, il y a un petit là qui joue fort. Moi, j'ai une fortune, je suis plus riche qu'elle. Et je vais vous prouver. Donc, il a réussi à faire entrer à la bourse 2 de ces entreprises qui pesaient plus de 10 milliards de dollars, maman. Rien que 2 sur les 13. Et il n'avait même pas encore la raffinerie à l'époque, maman. Tu te rends compte? Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, comme quoi l'Afrique reste quand même occultée par rapport à beaucoup de comment on appelle ça? Beaucoup de vision, hein, parce qu'on rentre dans la vision, hein, on est encore c'est masqué quelque part pour ne pas montrer ce leadership, cette beauté de l'entrepreneuriat et de l'économie africaine. Voilà, maman. Magnifique. Je pense qu'il y a encore 2 slides, oui. Oui, voilà. Le parcours de Dangote nous rappelle que l'Afrique porte en elle la capacité de bâtir sa propre puissance économique par sa vision et sa capacité à transformer le commerce en industrie. Il incarne une dynamique, donc Dangote incarne une dynamique de construction et de responsabilité au service du continent. Cette trajectoire fait écho aux enseignements de leadership et d'entrepreneuriat transmis par notre Fumuntumwa Kimbazi, soit dit Kimbazi, au sein de l'école initiatique Kimuntu. Ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le petit Big Up est venu aussi à Ntumwa pour le travail qu'il fait dans cet ordre-là, qui rappelle que dans les sociétés africaines ancestrales, l'économie était avant tout une économie de conscience, portée par des bâtisseurs engagés au service de la communauté. Absolument.
D'accord. Et ce dernier slide, voilà, fait honneur qu'on a choisi à travers cet héritage. Nous rendons hommage à notre leader, donc Ntumwa Swadi Kimbazi, qui incarne également un leadership visionnaire et engagé au service de la communauté. À travers la multiplicité de ses actions entrepreneuriales, notamment avec Vision Métrique, l'école initiatique Kimuntu, ses fonctions de diplomate, ainsi que les projets agricoles où il œuvre concrètement à la reconstruction d'une Afrique consciente, autonome et prospère. Leur parcours nous rappelle donc Aliko Dangote et Ntumwa. C'est mes deux personnalités que j'apprécie le plus. Mamora aussi, son épouse, qui me permettent, donc j'aime bien la vision, j'aime bien ce qu'il propose, voilà, il projette pour l'avenir, pour l'Afrique future. Parce qu'il faut avoir quand même il faut avoir une force intérieure énorme pour pouvoir porter cette vision-là et la manifester, faire incarner dans la matière. Parce que c'est une Sakou dans le plan invisible. On imagine bien, il y a la volonté, il y a beaucoup de choses qu'on se fait dans la tête, mais implanter ça sur le plan Panzo, c'est encore une autre affaire. Ça demande vraiment de la détermination et une mission de vie. Donc, leur parcours nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas seulement à réussir individuellement, mais à élever les consciences, transmettre le savoir et bâtir des structures durables pour les générations futures. Et le dernier mot là, c'est pour maman Marilène et moi. Par rapport à nos petits kabous là de commerce, tu vois, l'économie de conscience là, je dis le commencement de demain, c'est maintenant. Parce que si on se dit, oui, c'est bien, ils ont mis machin, et qu'on n'agit pas là maintenant, ça ne sert à rien. On reste dans la rêverie tout simplement. Donc, il est important à partir de maintenant pour ceux qui ont ce déclic ou cet éveil qui continue de s'activer, d'être conscient de l'économie communautaire. Matondo Mamingi, j'ai terminé ma présentation et vraiment Zola à notre papa d'un côté et à notre Big Boss Ntumwa Swadi et Mamora, son épouse. À la fédération, bien sûr, maman Marilène, et puis voilà, maman Simo et toutes les mamans. Ça fait du bien. Toutes les mamans, tous les papas qui les sont, papas aussi, sont dans le dans le Kisalo. Matondo, maman, Matondo pour ce bel hommage, cet enseignement, parce qu'on a découvert aussi toute la multiplicité de l'entreprise de ce grand homme, M. Dangote, multitalent, multidimensionnel, tout simplement. On est toujours sur le leadership, sur la vision, sur le courage dont fait preuve ou dont a fait preuve nos aînés. Et vraiment, c'est inspirant. Parce qu'on imagine, on sait bien quelles sont les difficultés. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille. On sait que derrière cette façade, il y a du travail, il y a de l'acharnement. Il y a des bâtons dans les roues, mais la vision, l'objectif à atteindre reste la seule motivation de ces grands hommes. Donc, Matondo maman d'avoir réveillé cette conscience-là à travers ton bel exposé. Je ne sais pas, maman Laure, si tu veux rebondir là-dessus, si tu veux... Ah oui, non, mais c'était un magnifique Kabola et en fait, je me suis rendu compte qu'à travers donc la présentation de Dangote et de sa vision, en fait, ça rassemblait la vision des 4 figures que j'ai présentées au départ, en fait. Oui, je pense que finalement, ceux qui, si je peux dire ça comme ça, ceux qui se lancent et ceux qui écrivent le futur, c'est vraiment en fait ceux qui osent déjà dans un premier temps, ceux qui osent. Parce que c'est pas le tout finalement d'avoir qu'une vision, c'est vraiment, comme disait maman Christelle, comment on manifeste après en fait.
comment on Mhm. s'organise et comment on manifeste après. Et c'est très inspirant, cette histoire. Voilà, c'est très, très inspirant. Je pense qu'on devrait vraiment apprendre ce genre de cas, d'histoires vraiment plus souvent. C'est Ouais. c'est top. Et vraiment, mais ça a un peu fait la conclusion, en fait. On n'y est pas encore, maman, on n'y est On pas. n'y est pas encore, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est oser, c'est organiser, et tu vois, la vision qu'il a eue, c'est une vision, D'autodétermination, c'est une vision d'autonomie, globale, en fait, c'est du monde, de la communauté la et du monde dans communauté, lequel on vit. c'est ça. Et donc, il s'inscrit dans cette vision de leadership. On Mm. reste sur la vision, je rentre Rester pas sur- dans la partie, éthique ou pas, mais Oui, dans la partie vision, c'est ça, en fait. Mais oui, absolument. on va poursuivre. On va On poursuivre, va je serai pas loin. poursuivre. On va poursuivre. On Alors, va poursuivre, je vais très ce soir. rapidement. OK. Alors, Alors le futur noir. Ah, oui, bah, on y arrive, en fait. on y est, Et on y est. finalement, on Pas se rend dur de compte s'oublier. qu'on parle aujourd'hui de futur noir, mais vous avez vu, en présentant ces figures-là, on se rend compte que le futur noir était déjà là. Mm. Il a toujours été là. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, c'est comment on s'organise. Alors, je vais, je vais reprendre, 2 petites secondes. Oui, vas-y. Vas-y. En tout cas, l'image nous projette déjà dans le futur, hein. On a envie de plonger, de faire ce grand saut, hein, maman. Oui, donc, le futur noir a toujours été là. Le génie noir a toujours été là. Et Mm. donc, on a vu, donc on a parlé de leaders visionnaires, d'entrepreneurs, de bâtisseurs. L'importance aussi de la diaspora. Et ça a été aussi la vision de Marcus Garvey, en fait. C'est que c'est pas une fatalité, mais c'est une force pour construire cette nouvelle économie. Et bah, en fait, ces dimensions-là nous conduisent à une question centrale, c'est aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on veut construire? Parce que tout est là, en fait, hein. On a des parcours inspirants qui nous ont montré vraiment des stratégies, qui nous ont montré des visions, des stratégies, l'organisation communautaire, l'organisation collective, Des possibilités. des possibilités et Mm. des résultats concrets. Mhm. Donc, oui, c'est vrai, pendant longtemps, on a dû centrer nos énergies, hein, sur de la résistance, sur la survie, mais on se rend compte qu'en fait, il y a toujours eu des idées de construction. Et donc le futur se construit par la stratégie. Hem, En fait, je réfléchis à plein de choses. J'avais écrit un texte, mais les choses viennent différemment, donc je pense que je vais y aller simplement. Je vais parler de stratégie. Mhm. Finalement, c'est de ça qu'il est question, en fait. Voilà, une vision claire. C'est ce qu'ils avaient, en fait, hein. Ils avaient une vision claire, une vision économique. Et ça peut être autre chose aussi, ça peut être une vision scientifique, ça peut être une vision politique, maman Christelle, Mm. une vision. Et
pour pouvoir s'appuyer, poser des fondations sur des stratégies solides et durables. Donc, il faut penser à long terme. Il ne faut pas penser pour 5 ans, 5 prochaines années, il ne faut pas penser... voilà, il faut penser en termes de génération, voire plusieurs générations. Ouais, c'est impactant ce que tu dis, maman, parce que je crois que c'est papa Blaise, le mari de maman Marilène, lors du Zikwa, le dernier Zikwa, qui nous disait. Donc, le papa est resté comme ça, il nous a regardé. Il a dit, les enfants, si vraiment on est en train de planter quelque chose, c'est même pas nous qui allons récolter. Il faut faire pour nos enfants. C'est important. Plantons seulement, ne regardons pas quels sont les résultats ou quels seront les résultats. Plantons, parce que nous, on ne pourra jamais bénéficier du fruit de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça rejoint vraiment ce que tu dis, maman. C'est beau. La vision à long terme. Vision à long terme, en fait. Ils pensent en génération. Ils pensent en génération. C'est vraiment comme ça. Et donc, ça rentre dans la stratégie qu'on doit adopter pour construire ce leadership noir, ce leadership consolidé, solide, noir. Et donc, il y a la stratégie, mais il faut aussi le mettre dans le contexte actuel. Slide suivante. On va parler de technologie et de souveraineté. Aujourd'hui, en fait, on est au XXIe siècle. Et c'est un siècle, on est à l'ère de la technologie. Et donc, les grandes transformations du monde sont liées aujourd'hui à, première chose, les données numériques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'espace. On avait vu dans un Kaboula il y a quelques semaines, l'espace, le spatial, les technologies énergétiques. Et les nations et les peuples qui maîtriseront cette technologie auront un avantage stratégique considérable. Bien évidemment, il faut toujours qu'on fasse le parallèle. Quand on parle de souveraineté technologique, toujours fondée sur nos valeurs du Ubuntu, toujours fondée sur les valeurs de respect de l'humain et respect de la nature. Donc, oui, aujourd'hui, on le voit partout sur le continent, des jeunes, des entrepreneurs qui ouvrent des entreprises, qui sont à la tête d'initiatives qui émergent partout sur le continent. On a des hubs technologiques, on a des sociétés fintech, comme j'avais présenté, etc. Donc, l'agrotechnologie, la gritech, etc. Donc, oui, un futur noir stratégique, mais également un futur noir technologique et innovant. Voilà. On peut passer. On peut passer celui-là? Oui, on peut passer, oui. Alors, ok. Le futur noir, on va passer par l'éducation. L'éducation, c'est un moyen de construire une civilisation. Les apprentissages, les écoles. Oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est que dans la stratégie de développement, il faut qu'on forme les prochaines générations au savoir technologique, mais à l'éducation financière. En fait, quand je voulais dire éducation stratégique, c'est tout ça, en fait. Oui. L'éducation. C'est pas réciter des choses. Voilà. Une éducation stratégique. Il faut qu'on forme des ingénieurs, il faut qu'on forme des chercheurs, des entrepreneurs, des penseurs, des leaders. En fait,
quand tout à l'heure on le disait, il faut visualiser par génération en génération. Donc en fait, il faut qu'on bâtisse une puissance durable. Ça va passer par l'éducation, mais l'éducation stratégique. On peut rentrer dans les détails, hein, mais ça Non, sera on n'a pas, plus le temps là. ça sera pas maintenant. Aussi, je voudrais dire, le futur noir va être construit aussi, donc prochaine slide, donc le pouvoir comme responsabilité, à travers un leadership éthique. Beau manteau. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, on fait du business, oui, de l'entrepreneuriat, oui, mais toujours fondé sur les valeurs du Ubuntu. Et on parle aujourd'hui de leadership éthique. Donc, le futur noir, ce que je veux dire, c'est que le futur noir ne peut pas être que économique. On ne peut pas avoir qu'une vision économique, on ne peut pas avoir qu'une vision technologique du futur noir. Il faut qu'il soit, le futur noir doit être éthique et humain. Et ça nous revient au principe fondamental du Ubuntu, la responsabilité qu'on a envers nous, les Muntu, envers la communauté. Le Ubuntu, hein, je suis parce que nous sommes Ubuntu, Ubuntu. Et on voit que en fait, à travers notamment les différents parcours qu'on a vus ce soir, la puissance ne se construit pas au détriment des autres. Le principe même de la communauté, de l'organisation communautaire, de l'organisation collective, de l'intelligence collective est fondamental dans la construction du futur noir, du déploiement noir. Toute notre stratégie doit être construite au service du collectif. C'est fondamental. Donc, un collectif ou une communauté qui est prête aussi à suivre, maman, parce que là, il est important de rappeler que c'est pas que le porteur de projet ou le visionnaire qui va façonner à lui tout seul le projet. Il faut une petite main. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Il faut plusieurs mains ou 2 mains pour pouvoir tenir et deux autres mains qui attachent. Tu vois, c'est vraiment important de rappeler le fondamental de la communauté. Et aujourd'hui, quand j'entends ce que tu dis avec le récapitulatif que tu fais, maman, on l'a à l'école. On a une école là qui a été mise en place, qui est en fait, je ne sais pas si aujourd'hui, comme il dit souvent tout le monde, on a pris la conscience de la chance qu'on a de pouvoir avoir tous ces enseignements de l'école. Il y a tellement de choses qui sont servies pour pouvoir porter tout ce qu'on a proposé aujourd'hui, maman, cette vision. Enfin, c'est hyper vaste, mais ça nous demande le gangou, ça demande aussi de la détermination pour pouvoir donner aux autres. Voilà. Et l'élévation de conscience. Et l'élévation de conscience, exactement, maman. Mais avec le Ubuntu, on a tout servi sur un plateau en or, là, avec... voilà. Tout à fait, maman. Donc, on a dit stratégie, on a dit vision, futur noir. Là, on parle du futur noir, comment on s'organise. Donc, on a dit stratégie globale, on pense en termes de génération. On a dit que ça passera également par l'éducation, l'éducation stratégique. Ça va passer également par le leadership éthique, le leadership éthique, le leadership conscient. Et par la communauté. En fait, je suis plus vraiment mon point en fait. Là, je parle vraiment en fonction de tout ce qu'on s'est dit ce soir. Oui, en fait. Oui. Et vraiment, ce que je pense, c'est que, et je rejoins vraiment Maman Christelle, on a tout entre nos mains. On a tout entre nos mains. On a tout entre nos mains. On a compris ça, on est conscient. Et ce qu'il faut maintenant, c'est s'organiser à travers les Makuku Matatu et en respectant les piliers. Mettre en place des fondations solides. Il ne suffit pas que d'avoir une vision.
Il faut la stratégie. Il nous faut aussi respecter la nature. Il nous faut être, développer notre puissance économique. Mais on a vu que ça passe par la communauté, comme font les Chinois, comme font les Juifs. La communauté est centrale. Il nous faut... donc tout ça, c'est un projet collectif, une organisation économique. Bien évidemment, j'oubliais un point important, l'Afrique, la diaspora, il faut une coopération. La diaspora, c'est des millions de personnes. Donc, imaginons, on ouvre un système économique où on fait un peu, on s'inspire de Marcus Garvey et on investit tous dans cette structure. Diaspora et Afrique. On tend vers la puissance économique. Donc, le leadership, le futur noir d'être organisé, équilibré, pensé et construit sur toutes ces valeurs. Est-ce que, la maman, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ça pousse à la réflexion et moi, ce que je sais même pas si je rajoute ou si je complète, mais on l'a dit, hein, tout est là. On a foultitude d'exemples de personnes qui ont commencé à construire des choses, qui ont montré que c'était possible. Donc, la seule chose que je peux rajouter, c'est vraiment l'élévation de conscience. La conscience spirituelle. Oui. Spirituelle, élévation, oui, voilà, parce que dans élévation de conscience, oui, c'est de cet ordre-là aussi. C'est accepter de sortir de certains schémas qu'on a pu intégrer. Hein. Alors, nous, on a quelques années derrière nous, de sortir de certains schémas de réussite personnelle, d'individualité, sortir de ça et comprendre qu'en fait, on ne peut pas y arriver tout seul. Les entreprises qui prospèrent aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont connectées à d'autres. On parle du réseautage. C'est nécessaire, c'est fondamental pour prospérer. Et le réseautage, c'est la communauté, en fait. C'est ça. Donc, se visualiser, et je crois que c'est une maman dans le chat qui disait ça, se visualiser comme un arbre. Parce que lorsqu'on rentre dans une forêt, on voit des arbres. On ne sait pas ce qui se passe en dessous. En dessous, les racines sont connectées. Elles s'entraident, elles s'alimentent. S'il y a un arbre qui est malade, tous vont orienter vers lui les énergies en dessous, les nutriments dont il a besoin pour qu'il passe le cap difficile. Se visualiser en arbre, c'est vraiment se visualiser dans une toile interdépendante. Et on revient au Ubuntu, en fait. Le Ubuntu, c'est vraiment... On a tout dans le Ubuntu. Dans le futur noir, c'est vraiment, pour moi, celui qui a intégré le Ubuntu et qui sait qu'il n'est rien tout seul. Et tu vois, vous voyez les mamans, l'histoire de la Black Wall Street, c'est ça, en fait. La communauté, en 10 ans, a été florissante, mais parce qu'ils avaient compris qu'on est dans un milieu compliqué. Comment on s'en sort? Eh bien, pour s'en sortir, c'est d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. Et l'organisation à l'intérieur. L'organisation. Sur tous les plans de la société. L'école, l'éducation, tu parlais, les hôpitaux, c'est vraiment un État dans un État. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, ils ont été contrariés, mais c'est pas grave, ils ont essayé.
Donc, voilà ce que je peux compléter maintenant. Mhm. Oui, et juste pour rappeler par rapport à Black West, alors, je sais pas, je dis Black. Oui, c'est ça, hein, Black Wall Oui, Street. Euh, la Wall Street ou Greenwood. Vas-y. oui. Euh, oui, je parle de Black Wall Street, mais même les autres parcours, c'est que Oui, euh, on peut pas. Cette puissance-là ne va pas se construire sur des parcours individuels. non. En fait, j'aurais plein de choses à dire. Je vais m'arrêter là. Oui, La réflexion est tellement. on va continuer plus tard. On va continuer. C'est des Ouais, réflexions qu'on ouais, pourra continuer ouais. en comité plus restreint, pas sur Mhm. la toile. Pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est le début de quelque chose, hein. Maman Christelle le rappelait tout à l'heure. C'est le début de quelque chose. Donc, faisons-nous confiance. Faisons confiance à nos frères, nos sœurs. On Faisons peut, confiance. on peut impulser. On a des Oui, idées, on oui, impulse oui, et on permet justement à la communauté d'investir, c'est ça, d'intégrer. investir. Et on le fait pas que pour soi. Non, Se on le fait pour- regarder plus loin que le bout de son nez. c'est ça. On le fait pour la communauté, on le fait pour les générations futures, comme on a dit. C'est ça, On le fait pour le développement même de la communauté et du milieu dans lequel on vit. absolument. Maman Christelle, un mot pour la fin. Hein, on est rendu à plus de 2 heures d'émission. On va commencer gentiment à conclure. Tout à fait. Je Oui. dirais juste Matondo, hein. Matondo pour ce mois de février, Oui, pour tout ce parcours, tout ce qu'on a pu proposer et tous les Pangui qui ont proposé aussi cet enrichissement. Les mots sont peu pour exprimer l'importance de ce qu'on est en train de vouloir faire diffuser, faire comprendre, faire ancrer. Mais je n'ai qu'une seule réflexion, c'est la graine. Il est important de faire germer la bonne graine en nous. Mhm. C'est sur ces mots que je vais conclure, parce que nous sommes ceux qui ont été. Mhm. Il n'y a pas de différence. C'est le même schéma qui revient. S'ils ont fait, on peut faire mhm. avec l'ère actuelle. Donc, Matondo aussi les mamans pour cette année 2026. Et puis, que le meilleur soit. Beaucoup de Zola. On attend de voir Christelle. Et oui, on clôture ce Black History Month Oui. qui a été très inspirant, très édifiant. On s'est bien rendu compte que le génie noir n'a jamais disparu. Il a résisté. Il a résisté à l'esclavage, il a résisté euh, au colonialisme. Il a toujours résisté. Et que ça soit dans les domaines euh, de l'art, de la culture, dans le domaine des sciences et du leadership, comme on a très bien pu voir. Et donc, tout ça, c'est fortifiant, c'est inspirant. Et à nous de saisir tout cela, s'inspirer de ces parcours-là et continuer aussi à partager ces histoires autour de nous, bien sûr, et, et construire, s'organiser réellement, construire. On va vers vraiment le Congo Diamona. On aurait pu parler aussi de notre cher Ibrahim Traoré, qui fait ce travail actuellement. Mais prochain Kaboula. Et il y en Maman, aura beaucoup d'autres. Et il y en aura beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres parcours qui bousculent les limites, qui bousculent les limites artificielles, hein.
Il y en a beaucoup d'autres. Des êtres, des êtres nouveaux. En tout cas, matondo à vous, les mamans, matondo à toute l'équipe qui est derrière, hein, l'équipe de la Black History Month. Nous pensons à maman Marika, nous pensons à papa Ntinou, matondo à eux pour tout ce qu'ils ont pu faire en arrière-plan à nos côtés. Nous disons un grand matondo aussi à l'école Kimuntu, à la fédération, maman Simo, papa Ino, notre fou Montumwa, soit dit Kimbazi, pour ce qui nous permet de comprendre, pour ce qui nous permet de relever ou de révéler en nous. La Black History Month se termine ce soir, mais elle continue dans nos consciences, dans notre esprit. Et pour l'année prochaine, on va revenir avec un format différent, un format où nous allons vraiment mettre à contribution les différentes associations, il y en a plusieurs, les différentes associations de l'école. Il y aura des challenges entre les associations. Préparez-vous, Bapangi, préparez-vous au sein de chacune des associations pour que l'histoire, notre narratif soit fait par nous, transmis par nous pour nos jeunes générations. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas le narratif des autres, mais il est aussi important, il est aussi bon que ce soit nous qui transmettons aux jeunes générations ce que nous visionnons pour notre communauté également. Donc, je m'arrête là. En tout cas, comme on dit au Cameroun, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Zola à chacun. Prenez soin de vous. Édifions-nous à travers l'histoire contemporaine de notre peuple. Il y a de très belles histoires, pas toujours mises à la lumière, pas toujours valorisées. Donc, allons chercher, allons fouiller et faisons ressurgir ces parcours magnifiques que beaucoup d'entre nous mènent dans l'ombre. Donc, Zola à chacun et je vous dis à très, très bientôt. À très bientôt. Beaucoup de Zola à chacun. Zola les mamans, Zola les Pangui. À bientôt. On va se séparer avec notre magnifique générique. Donc, je le précise, conçu, monté par deux mamans de l'école, maman Sylvie, Ngaoli, et maman Judith, Nga Judith. Matondo les mamans, et vraiment beaucoup de bénédictions dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous proposez. Nous voyons les génériques de chaque émission personnalisée, adaptée avec le sujet, dont vraiment que la source continue de vous inspirer. Zola, 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 à très bientôt. Alors, il faut que je retrouve, hein. Ah, on va attendre un petit peu. Je ne retrouve pas la vidéo, mais elle ne saurait tarder. Elle ne saurait tarder. Elle s'est déconnectée la vidéo en fait. Mais c'est pas grave. In the heart of winter's June, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthem.
days we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, the sea spreads far and wide. In every step, in every heart, we take pride. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget their legacy.